Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement maintenant? Maintenant, on vous entend très très bien. Merci Vincent. Alors, je te laisse la parole Bonjour, et lance ton atelier. Allez, Bonjour. allez-y. voilà, vous m'entendez? Très bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, bonjour, merci Stéphanie. Je me présente, je m'appelle Vincent Larandel, je suis responsable du suivi et évaluation au secrétariat du partenariat Mobilize Your City et je vous remercie pour me donner le plaisir d'animer ce webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos intervenants du jour qui sont Julien Allaire du bureau d'études Transitech, Aboubacar Fall du conseil exécutif des transports urbains de Dakar, Monsieur Aristide Gaillet de l'AMUGA, donc l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, et enfin Monsieur Alioune Thiam également du bureau d'études Transitech. Je vais aussi, bienvenue à nos intervenants. Je vous invite à la suite de votre présentation à rester jusqu'à la fin de la session pour participer à la session de questions-réponses qui aura lieu donc après toutes les présentations. Et je vais également m'adresser aux autres participants à la session pour peut-être répéter ceux qui viennent de nous rejoindre que la traduction est disponible via la plateforme Platz. Mais que pour participer à la session de manière interactive et poser vos questions, je vous invite à utiliser la fonction chat de la session dans Teams. Si par hasard vous vouliez utiliser la partie interactive, poser vos questions dans le chat, mais quand même avoir la traduction, alors vous pouvez mettre cet appel-ci dans Teams en mute, donc éteindre votre micro et votre haut-parleur, ou mettre en mute dans les options de son de Teams, et ouvrir dans un autre navigateur la session sur la plateforme Platz, où vous pourrez choisir votre langue pour la traduction. Je vous invite également à respecter quelques petites bonnes pratiques pour assurer la bonne conduite de ce webinaire. Donc, assurez-vous que votre que votre micro est coupé lorsque vous n'êtes pas l'intervenant du moment, afin d'éviter le bruit de fond dans la session. Lorsque vous intervenez, n'oubliez pas d'allumer votre caméra, mais par contre, quand vous n'intervenez pas ou que faites partie du public, n'allumez pas votre caméra. Et n'hésitez pas également à vous présenter dans le chat, utilisez la fonction chat pour poser vos questions, lever la main et utiliser toutes les fonctions qui sont à votre disposition pour permettre plus d'interactivité dans cette session. Voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, voilà, s'affiche le programme. Donc tout d'abord, je vais vous faire une très très brève introduction de la session et du partenariat Mobilize Your City. Ensuite, Julien Allaire va vous donner un aperçu des autorités de transport en Afrique. Ensuite, nous verrons le cas du CETUD et de l'AMUGA avec tout d'abord le CETUD, une session qui s'intitule L'expérience des villes africaines en matière d'établissement d'une autorité de transport. Nous verrons ensuite le cas de la création d'une autorité de transport public avec l'AMUGA, ainsi qu'un exercice pratique. Et enfin, la session se clôturera par une session de questions-réponses autour de 16h15. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, pour introduire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, donc le partenariat Mobilize Your City rassemble 65 villes et 15 gouvernements nationaux pour l'instant, qui sont, comme vous pouvez le voir sur la carte, répartis sur toute la planète. C'est aussi un partenariat qui rassemble 5 bailleurs de fonds pour l'instant, donc notamment l'Agence française de développement, le ministère allemand de l'environnement, qui sera prochainement, dont le relais sera prochainement assuré par le ministère allemand de la coopération et développement, la Commission européenne et via plusieurs de ces programmes, le Fonds français pour l'environnement mondial, ainsi que le ministère français de la transition écologique. Peut-être un petit mot, donc le partenariat ne rassemble pas uniquement des partenaires, mais également fait des actions. Donc l'objectif, évidemment, c'est de soutenir la transition vers le développement d'une mobilité urbaine durable et inclusive partout dans le monde. Et on fait ça via quatre principaux axes de service. Premièrement, le soutien de la mobilité urbaine durable via la planification et donc la réalisation de plans de mobilité urbaine durable et de politiques et programmes nationaux.
Notre deuxième action vise à soutenir la mise en œuvre de ces plans et notamment leur financement. La troisième action vise le renforcement de capacité via des sessions de partage ou de formation telles que celle-ci aujourd'hui, mais également la mise à disposition de méthodologies et d'outils qui permettent donc de toute une série de choses qui sont disponibles notamment sur notre plateforme de connaissances mobilizeyourcity.net, dont on partagera le lien dans le chat. Et enfin, une action de plaidoyer pour accroître les ressources disponibles au niveau international pour soutenir les villes et pays dans ces enjeux importants de transition vers une mobilité urbaine plus durable. Je vais, sans plus attendre, passer la parole à Julien Allaire qui fera la première session, la première prise de parole de cette session en guise d'introduction. Merci beaucoup. Bonjour, merci Vincent pour cette introduction et merci beaucoup pour cette invitation. Je vais vraiment faire une brève introduction pour avoir le temps d'entendre nos intervenants d'Abidjan et de Dakar pour un petit peu cadrer ces enjeux autour de la gouvernance de la mobilité urbaine, ces enjeux qui sont relatifs à ces autorités organisatrices des transports ou autorité organisatrice de la mobilité. J'utiliserai les deux acronymes AOT et AOM indistinctement. J'expliquerai pourquoi par la suite. Alors pour commencer, tout d'abord, une première slide qui représente le résultat d'une étude que nous avions faite en 2018 pour le compte du SSATP, en étudiant une vingtaine de villes, des villes capitales ainsi que des villes secondaires en Afrique subsaharienne et au Maghreb, pour essayer de mieux comprendre pourquoi finalement les villes africaines étaient accusées un certain retard par rapport à d'autres continents sur le développement de politiques de mobilité urbaine appropriées au contexte de croissance des villes sur le continent. Et le constat a été fait que finalement, la moindre efficacité du système de transport dans les villes du continent était directement liée, c'est le graphique sur la gauche, à une moindre efficacité de la gouvernance. C'est une étude que nous avions faite avec l'université de Cape Town, donc pour le compte du SSATP, qui a été publiée qui est disponible sur le site du SSATP et qui a donné lieu au cadre conceptuel EASY que Alioune Thiam présentera plus en détail par la suite, mais qui correspond à dire finalement les politiques de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre dans toutes les villes du monde s'articulent autour d'un pilier éviter des déplacements, reporter vers des modes plus efficaces que la voiture individuelle et améliorer les performances des véhicules utilisés. Eh bien, ce type de politique, ce triptyque, en Afrique tout particulièrement, doit être complété par un volet permettre qui correspond à l'efficacité de la gouvernance. Et c'est bien cela le sujet de cette petite introduction. Pendant de nombreuses années, en fait, je pense que sur le continent africain, il y avait le CETUD à Dakar, il y avait l'AMATA à Lagos qui servait de référence, il y avait aussi Casa Transport au Maroc, mais le nombre d'autorités organisatrices était relativement limité. Et depuis quelques années, on en voit de nouveau réémerger à Abidjan avec l'AMUGA, à Ouagadougou avec le CTGO, à Nairobi avec NAMATA, et j'en passe. Nous pouvons aller à la slide suivante. Je vais vous présenter en fait les éléments qui sont vraiment structurants pour définir la gouvernance de la mobilité à travers une institution métropolitaine qu'on appelle autorité organisatrice des transports ou de la mobilité. Définir le périmètre géographique est un élément clé. Et finalement, si je dis qu'en Afrique, on a eu ces dernières années de nouvelles structures métropolitaines en charge du transport urbain qui ont émergé, il y a eu également des structures métropolitaines qui ont vu le jour
pour gérer la croissance urbaine. Entités qui sont encore rares dans beaucoup de pays, à Dakar, au Ghana, il n'existe pas d'entité métropolitaine pour gérer l'ensemble des services urbains, même s'il existe une entité pour gérer le transport urbain de personnes. Donc le territoire est un élément clé, et vous voyez sur l'image à la gauche de l'écran différentes capitales européennes avec en couleur foncée le centre, la ville-centre, et en orange un peu plus clair le périmètre de l'autorité organisatrice de transport, ce qui montre que ces territoires sont nécessairement métropolitains et doivent comprendre autant que possible l'aire géographique qui est celle des déplacements quotidiens des habitants, et à minima l'aire géographique utilisée pour le transport public. Derrière cette question de périmètre géographique, il y a nécessairement l'articulation entre l'État et les collectivités territoriales qui est interrogée, et c'est là où il y a dans chaque pays des solutions qui sont trouvées en lien avec les lois sur la décentralisation. Ensuite, le périmètre juridique est un élément clé dans la définition d'une autorité organisatrice de transport, avec une vision généralement qui est de dire à minima l'autorité organisatrice de transport, c'est le carré rouge en bas à gauche de l'écran, doit être en charge de la régulation du transport public. Mais c'est vraiment un minimum. Il est essentiel de pouvoir également associer le marché des transports publics, qui est considéré comme le secteur artisanal, appelé parfois informel, et puis les autres services de mobilité qui complètent le transport public. Ce type d'autorité organisatrice de transport est plus pertinent, et on peut encore chercher une intégration supérieure. C'est ce qui a été fait tout récemment pour les CETUD, en associant des aspects circulation et stationnement, ainsi que la logistique urbaine. Dans ce cas, on a des autorités organisatrices de la mobilité et non plus des transports qui commencent à avoir un champ d'intervention particulièrement large. Et pour les experts qui prônent l'intégration des compétences au sein de ces autorités organisatrices, le Graal est d'associer également le développement urbain pour pouvoir avoir une articulation transport-urbanisme, et ainsi avoir une politique de transport la plus efficace possible à travers cette intégration institutionnelle du transport et de l'urbanisme. Ce Graal, je l'appelle ainsi parce qu'il n'existe quasiment nulle part, excepté pour ce qui est des capitales à Singapour, qui est une ville-État où l'intégration est évidemment sur un territoire très restreint de mise. Et derrière cette possible intégration se cache également la possibilité de la coordination. Et pour intervenir dans beaucoup de pays africains, j'utilise souvent une expression pour dire quand on ne peut pas intégrer des compétences, on les coordonne, et quand on ne peut pas les coordonner, on les intègre. Il y a vraiment deux options possibles, et il faut savoir jouer des deux. Et il y a un exemple en Afrique subsaharienne, à Kigali, où il y a une coordination des acteurs entre les régulateurs du transport urbain RURA et la ville de Kigali, qui s'organisent entre eux pour le volet régulation et planification de la circulation autant que du transport public. Troisième périmètre essentiel dans la définition de ces autorités organisatrices de transport, c'est celui finalement du périmètre de la décision. C'est celui de la hiérarchie de la décision au sein d'une autorité organisatrice de transport et vis-à-vis de ses partenaires. C'est la slide suivante. Ce schéma est relativement ancien. Il a été le fruit d'un projet européen à la fin des années 90 pour définir finalement trois niveaux
de périmètre de décision, un niveau stratégique où des décisions sont prises pour le long terme, un niveau tactique où les décisions sont prises plus à moyen terme, et un niveau opérationnel où là on prend des décisions sur le court terme. À l'écran, vous avez quelques exemples de décisions relatives au transport public, où finalement, au niveau stratégique, on va chercher à répondre aux questions: quels sont les objectifs de notre politique de mobilité urbaine et quelles ressources nous mettons en face pour les atteindre. Le niveau tactique prend le relais pour pouvoir finalement mettre les solutions en place pour répondre avec les moyens donnés aux objectifs qui sont proposés. Et enfin, le niveau opérationnel va agir en se voyant déléguer des compétences par le niveau tactique. Je vous remercie de couper votre micro, s'il vous plaît. Excuse me, Mr. Nzana. Merci. Donc ces 3 niveaux d'intervention sont vraiment importants à considérer pour avoir une politique de mobilité multimodale cohérente, pour ne pas avoir finalement un acteur qui est censé intervenir au niveau opérationnel, qui intervient de manière non efficace au niveau stratégique, et surtout pour que la stratégie établie par les décideurs, par un rang ministériel ou un rang d'élu local le plus élevé possible, bien finalement se traduisent par la mise en œuvre d'une politique en donnant aux administrations une place très importante au niveau tactique. Et pour terminer, finalement d'expérience, il s'agit de présenter les fonctions essentielles d'une autorité organisatrice de transport. Nous avons, avec Aliuntiam, participé avec nos collègues de Nodalis à une assistance technique auprès de la MUGA pour opérationnaliser cette nouvelle autorité organisatrice de la mobilité. Et à ce moment-là, j'ai préféré poser des bases en disant l'autorité ne se décrète pas, elle s'acquiert. Et à travers le temps, pour qu'elle perdure, une autorité organisatrice de la mobilité doit réellement maîtriser ces 7 fonctions clés qui sont présentes à l'écran, pouvoir planifier la mobilité urbaine. Si ce n'est pas cette autorité qui le fait, elle sera fragilisée, et c'est le cas pour chacune de ces fonctions. Si ces 7 fonctions ne sont pas concentrées dans les mains de cette autorité, celle-ci sera fragilisée de fait. La planification, la réglementation des services de transport artisanal, des services non subventionnés, la contractualisation avec des opérateurs de transport public également, la réalisation de la maîtrise d'ouvrage, un élément clé, la maîtrise d'ouvrage des projets structurants, et nous en entendrons parler là encore avec l'exemple du CETUD ou de la MUGA juste après. Le fait d'avoir la maîtrise d'ouvrage permet d'acquérir une légitimité technique très forte. L'exemple de Casa Transport sera mentionné également par Aliuntiam dans ce sens. Mobiliser des financements, c'est essentiel, soit le fait que l'autorité organisatrice dispose de financements dédiés ou non, mais en tout cas qu'elle acquiert une légitimité politique simplement par le fait qu'elle a un budget suffisant pour répondre à ses missions, qu'elle soit dans un rôle de coordination avec les autres acteurs. Si cette autorité organisatrice ne joue pas ce rôle de coordination, en fait, elle va s'affaiblir d'elle-même. La mobilité urbaine est un sport collectif et il est nécessaire de coordonner les actions des différents acteurs. Et enfin, aussi parce que cette vision multimodale qui est permise par la création d'une autorité organisatrice de transport permet d'enrichir beaucoup d'autres secteurs d'activité. Il est essentiel de développer un observatoire de la mobilité urbaine et de disposer de données statistiques qui puissent vraiment renseigner
les acteurs du territoire sur la manière dont les gens se déplacent sur ce territoire. Voilà en guise d'introduction ce qui me semblait utile de rappeler à nos participants et participantes. Et puis je laisse maintenant la parole à Lyon Thiam. Je vais juste me permettre, désolé de faire une mini digression, mais je vais demander aux prochains intervenants d'essayer de respecter le temps. J'ai moi-même généré quelques minutes de retard, mais on a déjà pris 5 bonnes minutes de retard sur le planning. Donc merci d'être aussi concis que précis pour rattraper ces 5 petites minutes de retard. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Je ne sais pas si dans la programmation c'était à moi d'intervenir ou bien si c'était... Non, pardon, tu as raison, Alioune, excuse-moi. C'était en effet plutôt aux représentants de nos autorités organisatrices de transport de prendre le relais. C'est moi qui ai mis Vincent sur une fausse piste. Désolé, mais j'aurais dû mieux suivre. Je vais donc laisser la parole à monsieur Aboubacar Fall. Je pensais que l'intervention de Transitech était complétée par l'UNTIAM. Mais donc, monsieur Aboubacar Fall, je vous invite à prendre la parole pour la deuxième partie de cette session et nous partager l'expérience du CETUD. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je me réjouis de participer à ce meeting. Pour un peu voir avec le CETUD comment on a accompagné le transport artisanal, comment la création du CETUD a contribué à accompagner le transport artisanal. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais parler du contexte de création du CETUD, de la présentation du CETUD, ce qu'on a eu à faire sur le transport artisanal et de la réforme du CETUD qui est en cours en termes de perspective. Donc, sur le contexte de création du CETUD, il faut se dire qu'on avait une accélération rapide de l'urbanisation de l'agglomération de Dakar, avec une occupation des sols qui n'était pas forcément optimale. On avait une non-maîtrise de l'offre et de la demande de transport parce que l'organisation du transport même faisait que les opérateurs, ils avaient juste une autorisation sur l'ensemble du territoire, ils étaient libres de travailler sur des itinéraires de leur choix, plus ou moins. On avait un cadre institutionnel qui était marqué par une forte dispersion des compétences. Un opérateur de transport avait plusieurs interlocuteurs. Et on avait constaté des coûts élevés de dysfonctionnement qui avaient abouti à leur évaluation en 1988 à 108 milliards de francs CFA. On avait des ressources humaines qui n'étaient pas forcément qualifiées en termes de transport urbain, malgré une culture de transport qui s'est très tôt invitée à Dakar dès les années 50. C'est ce qui a contribué un peu à la création du CETUD. L'État du Sénégal, en relation avec les collectivités territoriales, a dit on va créer le CETUD. Donc la réforme de 1996 a abouti à la signature d'une nouvelle lettre de politique sectorielle. Et c'est dans ce cadre-là que le CETUD a été créé en 1997. La suivante. Sur le CETUD en tant que tel, en fait, c'est un établissement public à caractère professionnel qui a été créé par une loi le 10 mars 1997. Sa principale mission était d'organiser et de réguler l'offre de transport public urbain de voyageurs afin de créer un environnement économique sécurisant pour les promoteurs et favoriser l'émergence d'une concurrence saine et durable. Et dès sa création, on avait autorisé aux CETUD la possibilité d'intervenir dans les autres régions à l'intérieur du pays, à la demande de l'État ou des collectivités locales qui sont concernées. Grosso modo, le CETUD a travaillé sur un certain nombre d'axes. C'est le développement des réseaux avec la dissémination des lignes à desservir, des quotas d'autorisation de transport public et des modalités techniques d'exploitation, la signature des conventions avec des opérateurs et le contrôle de l'exécution de ces contrats, l'identification des contraintes de service public et la détermination des compensations financières, les études d'actions de formation et d'information ou de promotion des transports publics urbains, c'est tout ce qui est promotion et information, et l'amélioration de l'état et de la qualité du parc automobile pour contribuer à la lutte contre la pollution sonore
la pollution atmosphérique générée par les transports motorisés. C'est dans ce cadre surtout qu'on a utilisé un levier pour accompagner un peu la modernisation du transport artisanal. Pour cette modernisation des transports artisanaux, en fait, on avait un secteur qui était très émietté. Comme vous le savez, le transport artisanal, c'est presque autant de véhicules que d'opérateurs. Donc, la première chose à faire, c'était de regrouper les opérateurs en GIE. C'est ce que nous avons eu à faire avec 14 GIE qui ont été créés. Ensuite, on a fédéré ces GIE autour d'une association qu'on a appelée AFTU. Mais cette association-là est une association assez spéciale parce que c'est une association où l'État est membre de droit. Le CETUD, en fait, coordonne les activités de cette association et on a mis en place des commissions présidées par les différents ministères concernés qui vont permettre après de pouvoir, à travers le prétexte de renouveler les véhicules de transport, du transport artisanal, de moderniser un peu le service qui était offert et de professionnaliser les acteurs. Donc, le renouvellement du parc en tant que tel a été mis en œuvre à travers l'AFTU. L'AFTU, c'est l'association qui regroupe les GIE des transporteurs. Il s'agit principalement de remplacer les anciens véhicules de transport, ce qu'on appelle ici les cars rapides et les Ndiagadjaï, par des minibus neufs. À ce jour, on a renouvelé plus de 2000 véhicules à travers 4 phases de renouvellement depuis 2005. Le mécanisme de financement se fait par crédit bail avec un remboursement sur 5 ans. Et grâce au premier remboursement, l'État a mis en place un fonds revolving pour garantir la pérennité du financement. Et ce programme a été étendu au niveau des villes secondaires du Sénégal depuis 2015. Je salue au passage M. Abin Thiam, qui a été le directeur général du CETUD lors de cette extension-là. Et aujourd'hui, le programme est présent dans 15 villes à travers le pays, hors de Dakar. Donc, on n'a fait que répliquer ce programme dans les régions et aujourd'hui, on va plus loin avec l'expérience qui a été tirée de ce transport urbain. On est en train de moderniser, disons, de renouveler, disons, d'accompagner les acteurs qu'on appelle ici les clandos, les taxis clandestins qu'on appelle ici les communément appelés clandos ici. On est en train de les accompagner pour les faire bénéficier de cette expérience-là. Donc, je dis que le programme, c'était 2 volets. Un volet, c'était le remplacement du véhicule, mais qui devrait s'accompagner par une professionnalisation. Donc, l'opérateur est plus ou moins obligé d'accepter un certain nombre de règles, adopter de nouvelles techniques d'exploitation à travers des conventions qui sont passées entre les GIE et le CETUD. Le CETUD passe des conventions où les opérateurs s'engagent à respecter un certain nombre de règles. On organise régulièrement des séances de renforcement de capacité avec les opérateurs. Et aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est d'accompagner la formalisation des relations de travail entre les transporteurs et le personnel. Et à travers ce programme-là, on a créé 3 niveaux dans le cadre de la professionnalisation. Il y a Transvi, la mutuelle sociale du travail et du transport qui fonctionne aujourd'hui pour accompagner les transporteurs. Il y a une mutuelle d'épargne et de crédit des transporteurs qui les accompagne dans le financement au départ de leur apport, mais aujourd'hui, ils financent plus parce qu'ils financent leur exploitation. Et en dernier lieu, il y a eu la création du centre d'appui à la professionnalisation des transports, CapTrans, qui aujourd'hui coordonne l'activité des GIE pour unifier le réseau. Donc, malgré en fait des efforts qui ont été faits pour changer les véhicules, pour accompagner les opérateurs dans cette professionnalisation, on se rend compte qu'il y a des possibilités de prise en charge de la demande qui, le gabarit des véhicules ne répond pas forcément aux besoins, parce qu'aujourd'hui, sur certains tronçons à Dakar, on est presque saturé, alors que la demande est toujours là. On a des aménagements urbains qui ne sont pas forcément adaptés au transport public. On a une mise en œuvre insuffisante des politiques de circulation et de stationnement. On a toujours des externalités négatives du secteur liées à la congestion et à la sécurité routière. Le cadre réglementaire n'est pas forcément proactif parce qu'on a de nouveaux acteurs qui arrivent. Je pense au transport à la demande, je pense surtout au VTC et autres. Et on est en train d'assister à une conurbation des villes Dakar, Thiès, Mbour. Thiès, en fait, c'est la région qui vient tout juste après Dakar, qui est à peu près à 80 km. Mbour, idem, c'est un triangle qui est là. Et on est en train d'assister à une conurbation. Et ce qui a été fait, c'est ce que je vais révéler en termes de perspective. Il y a eu, depuis 2015, en fait, 2 grands projets
de transport de masse à Dakar, le TER qui a été mis en service depuis décembre 2021 qui roule aujourd'hui. Et on a un projet de BRT qui devrait être, dont l'exploitation commerciale est prévue en début 2023. Les deux projets structurants devraient être accompagnés par une restructuration globale du réseau. L'objectif, c'est d'aller vers une offre intégrée. On a un plan de mobilité urbaine soutenable horizon 2035 qui est en train d'être élaboré. Et tout ceci fait qu'on a un nouveau besoin d'accompagnement du transport artisanal qui devrait aboutir sur une intégration effective de ce réseau artisanal de l'AFTU dans cette restructuration. On devrait aller vers ce que j'appelle ici l'AFTU 2.0. Du coup, pour pouvoir arriver à mettre en œuvre ces projets, le CETUD est en train d'être réformé. Il y a une nouvelle loi qui a été votée le 7 avril 2022. Principalement, ce qui est nouveau dans cette loi, on a transféré la gestion de la circulation et du stationnement au CETUD en collaboration avec les communes. Le territoire du CETUD a été étendu à la région de Thiès. La régulation de l'offre de mobilité maintenant ne se limite plus au transport en commun, ça a été élargi au taxi et avec un réel besoin de modernisation de la flotte et l'organisation de l'exploitation. On a mis des compétences, donc on attend une implication plus marquée du CETUD dans la conception des aménagements urbains. Et sur le volet financement, en fait, on a créé un fonds de développement des transports terrestres qui devrait accompagner tout ce qui est en train de se faire. Grosso modo, en fait, c'est l'économie de ce que je voulais partager. Donc, on a fait un constat au départ qui a abouti à la création du CETUD. Le CETUD a permis quand même de faire des jalons avec les nouveaux projets de transport, avec les nouveaux transports de masse pour mieux prendre en charge les besoins de mobilité. Il y a une réforme qui est en cours aujourd'hui qui nous a doté des moyens beaucoup plus élargis pour nous permettre de jouer notre rôle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Fall, pour cette très intéressante présentation de l'expérience dakaroise. Je vais immédiatement transmettre la parole à Monsieur Aristide Gaillet, en rappelant que voilà, on a toujours nos 6 minutes de retard, donc n'hésitez pas à être concis dans la mesure du possible. Voilà, je vous remercie, je vous donne la parole. Merci. Je voudrais également vous remercier au nom donc du directeur général de la MUGA aussi pour cette occasion de partage que nous avons. Je crois que ceux qui m'ont précédé ont déjà présenté les grandes lignes de tout ce qui est attendu d'une autorité. Je voudrais partager un peu le cas d'Abidjan, la création et aujourd'hui les différentes actions que mène l'autorité sur le terrain. On peut continuer. Alors, on peut continuer à la prochaine slide aussi. La prochaine. Alors, la première des choses, c'est de rappeler un peu, de signifier un peu le cadre législatif. En Côte d'Ivoire, il y a donc une loi d'orientation des transports intérieurs qui a été prise en 2014. Il y avait premièrement une autorité qui était en charge de gérer la mobilité urbaine à Abidjan. Cette autorité-là a été dissoute en 2014 à la suite de plusieurs conflits avec les collectivités et sur des questions de ressources. Et donc, à la suite de sa dissolution, l'État a pris une loi qui est la loi d'orientation des transports intérieurs. Cette loi d'orientation-là a eu donc deux ordonnances modificatives, une en 2018 et une autre en 2019. Donc, celle de 2018 a créé ce qu'on appelle donc des autorités organisatrices de la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. Ces autorités-là sont des autorités administratives indépendantes et quand elles sont créées, elles exercent de manière exclusive à l'intérieur du périmètre des transports qui leur est dédié, les compétences en matière de mobilité et de transport. Donc ça, c'est ce que fixe déjà la loi. Et donc, comme il pouvait avoir des conflits avec les collectivités, la loi a anticipé pour dire que lorsqu'une autorité n'est pas créée, c'est les collectivités qui gèrent toutes les questions de transport et de mobilité. Mais lorsqu'une autorité est créée, toutes ces prérogatives sont ramenées à l'autorité organisatrice. À la page, la slide suivante. Et donc, en regardant le contexte à Abidjan, un contexte dans lequel on a une population
urbaine assez importante. 56% de la population urbaine ivoirienne vit à Abidjan. Et cette population-là devrait atteindre à peu près 10 millions en 2040. Donc, avec toute l'activité économique qui est basée au niveau de la ville d'Abidjan. Il était donc important que cela induit plutôt des problèmes aussi bien d'urbanisme, mais aussi de déplacement. On peut continuer. Et ces problèmes-là, en termes de mobilité, vous les voyez là en chiffres. Vous avez à peu près 80% des déplacements en transport collectif qui sont assurés par des artisanaux, des Bakai, des Wawa chez nous ici, qui sont des minibus et des taxis collectifs. Vous avez un nombre d'accidents important qui s'est accru de 400% entre 2005 et 2017, avec 12% de taux de croissance moyen annuel du nombre de tués de la voirie entre 2012 et 2018. Un nombre important dans les congestions et puis le poids aussi donc, des transports qui est assez important sur les ménages les plus pauvres, notamment autour de 30%. On peut continuer. Face à tout ça et aussi à un autre effet là que j'ai essayé de présenter sur 2 cartes. Alors, il s'agit effectivement d'une croissance rapide de la demande sur nos voies, sur le réseau routier. Vous avez une croissance moyenne de 4% par an du trafic routier à Abidjan. Pour ce qui concerne les voyageurs et en ce qui concerne les marchandises, vous avez une croissance de 9% en moyenne par an, donc c'est assez fort. Le nombre de déplacements sur 16 heures au niveau des principales artères est environ 4 millions de déplacements, comme je le disais tout à l'heure, avec une grande part dans les transports en commun. Et donc, et puis on a un nombre important de véhicules privés, à peu près 80% de véhicules privés contre 20% donc de véhicules de transport collectif. On continue. Face à tous ces problèmes donc, de mobilité, face à toute cette situation, donc l'État a décidé à Abidjan, conformément à la loi, donc à la LOTI, de créer une autorité organisatrice de la mobilité qui est appelée AMUGA, Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Donc c'est une autorité, comme on l'a vu tout à l'heure dans les tests, qui est une autorité administrative indépendante et qui est dotée d'une autonomie financière. Donc, ce qui est important parce qu'elle peut avoir des ressources additionnelles. Et donc, en termes d'organisation, cette autorité a 3 principaux organes. Vous avez un conseil stratégique, vous avez une direction générale et des commissions consultatives. En réalité, les commissions consultatives sont rattachées au conseil stratégique et elles sont créées pour la plupart par le conseil stratégique. Bien entendu, certaines sont dans le décret portant organisation et fonctionnement de l'AMUGA. Et le conseil stratégique ici, il a été fait de sorte à réduire les conflits qu'il y avait auparavant entre les collectivités et l'État. Et c'est pour cela, dans le conseil stratégique, vous retrouverez les communes, le district d'Abidjan, mais également les ministères en charge donc, des questions de mobilité. Excusez-moi, monsieur Gaillet, je vais juste vous interrompre brièvement pour vous demander, parce que je sais que la suite de votre présentation contient également beaucoup d'informations, mais pour vous demander de sélectionner Voilà, oui, toutes mes excuses, hein, pour éviter qu'on prenne encore du retard supplémentaire. Voilà, je vous remercie. Il n'y a pas de souci. Ok, donc voilà, donc c'était vraiment pour. Alors là, vous avez le territoire qui est représenté à peu près 6 millions d'habitants, qui est donc constitue le territoire de compétence de l'AMUGA. Continue. Et aujourd'hui, l'objectif de l'AMUGA, donc l'État, à travers l'AMUGA, doit mettre en place donc un système de transport urbain durable à travers lequel on va développer donc une ligne de métro, des lignes de BRT, mais également des transports verts à travers donc des pistes cyclables et des cheminements piétonniers pour réduire un peu l'impact de la mobilité sur l'environnement. On peut continuer.
Et c'est dans ce cadre-là, donc, toujours dans le cadre des différentes perspectives que nous avons donc continué à travailler aujourd'hui. Et là, nous avons, l'AMUGA a mis en place, donc, avec l'appui de la banque, le réseau de transport collectif d'Abidjan. Donc, nous redessinons aujourd'hui le réseau de transport collectif d'Abidjan. Nous accompagnons les transports artisanaux à travers une professionnalisation de ces derniers-là, avec un certain nombre d'actions que nous sommes en train de mener, des arrêts pour eux, avec des lignes assez bien déterminées. Ensuite, nous continuons, on peut continuer. Voilà. Nous travaillons à la gestion également, parallèlement à l'appui que nous apportons ou à l'organisation que nous menons sur le transport artisanal. Nous travaillons à la gestion de la circulation avec le développement de plusieurs plans de circulation, de la gestion de plusieurs carrefours aussi. On peut continuer. Et puis là, ça c'est véritablement important. Aujourd'hui, l'AMUGA doit développer à peu près 200 km de lignes de BRT dans la ville d'Abidjan. Donc, c'est un enjeu assez considérable avec la ligne de métro qui est déjà en cours, mais ça, on peut se passer là-dessus. La ligne de métro et la ligne de BRT Est-Ouest aussi. Là également, nous sommes assez bien avancés sur un certain nombre de projets aujourd'hui, dont la ligne de BRT Est-Ouest qui est rattachée directement à l'AMUGA parce que l'AMUGA assure la maîtrise d'ouvrage délégué pour les projets de transport. Et dans ce sens-là, nous avons 2 lignes de BRT pour lesquelles nous assurons la maîtrise d'ouvrage délégué. Il y a une de 20 km et la suivante, qui fait 10 km. Donc, ces 2 lignes-là, l'AMUGA assure directement la maîtrise d'ouvrage délégué. Il s'agit de projets rattachés à l'AMUGA, financés par des bailleurs particuliers. Et donc, aujourd'hui, cela permet donc à l'AMUGA, bien qu'elle soit jeune, créée en 2019 et rendue opérationnelle en 2020, mais de pouvoir déjà porter plusieurs projets et d'assurer plusieurs financements dans la grande ville d'Abidjan. Voilà, donc je pense que voici un peu l'économie de ce que je voudrais vous présenter sur l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, qui est en train de monter en puissance au fur et à mesure avec l'appui donc de l'ensemble des bailleurs. Merci. Merci beaucoup, M. Gaillet, pour cette intéressante perspective sur la création de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Pour faire court, je vais vite repasser la parole à notre intervenant suivant, M. Alioune Thiam de Transitech, qui va nous parler de la création d'une autorité de transport public. Je vous donne la parole. Merci Vincent, merci, bonjour tout le monde. Donc, il me revient peut-être de gagner le temps qui a été perdu. On va essayer d'avancer rapidement, étant entendu que beaucoup de choses que je devais développer ont été déjà abordées. Peut-être que je n'entrerai pas dans les détails et que voilà, on va y aller. Diapo suivant. Voilà, allez-y sur le concept EASY. On va s'arrêter un peu sur le concept EASY pour dire que, comme l'a si bien montré tantôt Julien Allaire, il s'agit d'un concept universel. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Faut dire qu'on a essayé d'adapter ce concept à l'Afrique en regardant qu'est-ce qui manquait réellement après avoir sillonné une vingtaine de villes, interrogé, disons, tous les acteurs pour essayer de dégager l'aspect qui nous semblait le plus important, qui est le permettre, enable, instaurer un système de gouvernance efficient et responsable. On y reviendra. Suivant. Pour le reste, c'est vraiment universel. Dans tous les pays du monde, on essaie de réduire au maximum, au minimum les besoins de déplacement individuel motorisé, de reporter, disons, de faire ce qu'on appelle un report modal vers les transports collectifs et ensuite d'améliorer ce qui est existant. Suivant. Et donc, ce concept-là, pour l'Afrique, on a juste insisté sur disons, sur le concept permettre, enable. De gouvernance efficace. Suivant. Pour ce qui concerne le contexte et la justification, on l'a suffisamment abordé.
Il y a beaucoup de questions, de problèmes qui sont, disons, qui se dressent dans toutes les villes, mais particulièrement dans les villes africaines, avec les différents enjeux et défis qui créent un cadre complexe à gérer par personne le plus souvent. Suivant. Alors, pour toujours ces contextes, le contexte, il y a ces politiques sectorielles de transport qui essaient de dégager des objectifs particuliers, c'est-à-dire de fournir aux populations urbaines des services de transport en commun de qualité et de faible coût, en professionnalisant, en assainissant, parce que c'est le transport informel qui prédomine, et en mettant en place des institutions et ou des sociétés de transport en commun qui puissent permettre justement d'offrir des alternatives aux populations. Mais tout cela en pensant au mode de financement des transports publics. Suivant. Alors, tout cela nous amène à nous poser la question, pourquoi une autorité organisatrice des transports? On le sait, le transport public est, est un service qui répond à des objectifs d'intérêt collectif. Donc, l'organisation ne peut être laissée au seul marché. Et donc, il faut mettre en pratique la politique de transport définie par les pouvoirs publics pour justement donner aux populations des moyens de transport qui soient, disons, confortables, sûrs et rapides. Alors, l'AOT fournit le cadre institutionnel qui organise le marché et régit les relations entre les différents acteurs. On y reviendra. On revient sur cette vision dont on avait parlé dans un premier temps, qui essaie de mettre en place un système de transport le plus adapté. Faut-il faire la promotion du transport public collectif ou bien faut-il aussi tenir compte de la voiture particulière et des autres modes? C'est ce qu'on appelle le schéma protégé rationalisé. Et ou bien, on peut le penser également, faut-il donner la primauté à la voiture particulière? Ce qui, aujourd'hui, on le voit tous, on le sait tous, n'est pas la bonne solution, même si dans certaines villes, surtout nord-américaines, c'est encore un système qui prédomine. Alors, il faut des orientations réalistes à court, moyen et long terme. Et à partir de cette vision dégagée, certaines villes ont mis en place des autorités organisatrices. C'est le cas de Conakry à travers le PDU de 2019. Dakar, le CETUD, c'est la lettre de politique sectorielle de 1996 qui a, disons, de dégager les orientations qui ont prévalu à la création du CETUD. Slide suivant. Alors, le deuxième aspect concerne les textes législatifs et réglementaires qui sont nécessaires pour concrétiser la vision. Cette vision qui doit être élaborée de façon concertée avec tous les acteurs et qui permet d'encadrer tous les aspects juridiques et institutionnels. Suivant. Alors, il s'ensuit la mise en place des institutions dédiées avec, si on prend le cas de Casablanca, avec la mise en place de Casa Développement en 2008 pour s'occuper des questions de stationnement. En 2009, on a mis en place Casa Mobilité Urbaine sur la base d'un projet de transport de masse, notamment le tramway. Et donc, les missions se sont étendues par la suite, mais au début, c'était un projet, c'était une institution de projet pour porter, disons, la mise en place du tramway. Par la suite, on a créé cette même année Casa Aménagement pour prendre d'autres questions de développement urbain qui semblent importantes. Alors, une autorité organisatrice, Julien l'avait tantôt abordé, c'est une palette de responsabilités qui concerne aussi bien le transport public urbain que l'articulation entre la cohérence, l'articulation ou la cohérence entre transport et urbanisme, et qui demande une consultation, une concertation et une coordination amenant une transversalité, les 3C. On peut avancer, on y reviendra. Alors, l'étendue des missions d'une AOT, là aussi, Julien l'a dit, s'agit-il d'une autorité organisatrice de la mobilité, donc de superviser l'ensemble des modes de déplacement, ou bien s'agit-il tout simplement de superviser les transports publics? Une autorité comme le CETUD, jusqu'à présent, on peut dire que c'est une autorité organisatrice de transport. Il y a de nouveaux textes qui doivent tout changer,
on peut penser que l'AMOGA est plus proche d'une autorité organisatrice de la mobilité, étant entendu que ces missions vont au-delà de l'organisation des transports publics. On y va? Et là, on est sur l'étendue des responsabilités d'une AOT qui partent de la politique des transports avec les transports en commun, les taxis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Très souvent, on confond les taxis avec les transports en commun, alors que ce n'est pas le cas. À Abidjan, comme à Dakar, les taxis sont définis par leur capacité. Donc, le transport collectif, c'est au-delà de 5 places à Dakar et au-delà de 9 places à Abidjan, ce qui sort les taxis de ce champ des transports publics collectifs. La planification stratégique aussi, c'est l'une des missions, des responsabilités d'une AOT, la planification des services, des infrastructures et le suivi de la qualité des services. Et quand on voit entre le CETUD et l'AMOGA, on voit que nettement, il y a une plus forte, compétence, des compétences beaucoup plus marquées, affirmées pour ce qui concerne l'AMOGA que le CETUD. Mais on espère y venir avec les, changements qui sont en cours. Slide suivant. Là, on est entre l'interaction sur les AOT et les autres institutions. On l'a dit, tout le monde l'a reconnu, l'institution des AOT part du principe qu'il y a une dispersion des compétences. L'opérateur est obligé de s'adresser à plusieurs institutions pour un problème particulier. En mettant l'AOT, on essaie de centraliser tout. Mais cela n'empêche, l'AOT doit continuer à maintenir le dialogue avec tous ces autres acteurs, que ce soit les services de l'État, des collectivités. Le secteur privé marchand, c'est les opérateurs de transport dans la plupart des cas, mais aussi le secteur privé non marchand qu'on oublie très souvent, qui sont la société civile, les organisations d'usagers, etc. On y va, slide suivant. On va passer maintenant aux étapes pour la création d'une AOT. On en distingue 5 très rapidement. On a parlé de certaines. C'est l'élaboration d'abord de la vision. Quel système de transport souhaitons-nous mettre en place? La deuxième étape, c'est l'élaboration du cadre législatif et réglementaire. Ça peut partir des lois d'orientation, d'organisation. C'est des lois aussi qui permettent le code de la route, etc. Tout cet arsenal juridique et réglementaire qui doit permettre de mettre en place le cadre réglementaire et législatif. La troisième étape, c'est la création de l'AOT. Mettre en place un système de gouvernance efficace et responsable, suffisamment doté en ressources humaines et en financement. La quatrième étape, c'est l'opérationnalisation de l'AOT. On y reviendra. Et la cinquième, la mise en route. Slide suivant. Pour ce qui concerne l'opérationnalisation, Julien le rappelait tantôt, on sort d'une année où on a accompagné l'AMOGA pour son opérationnalisation après qu'elle a été créée, avec donc tout un plan qui nous a permis de mettre en place l'organigramme, de mettre en place un programme pluriannuel d'action, la définition des relations entre l'État et l'AOT, le recrutement du personnel également avec tout ce que cela demande comme mini-tâches, et la formation et l'appropriation permettant de mettre en place ces contrats de performance État-AOT, les cadres de collaboration avec les opérateurs, la formation et le renforcement de capacités, aussi bien du personnel de l'autorité que de tout l'écosystème qui gravite autour. Slide suivant. Alors, la cinquième étape ici, c'est la mise en route de l'AOT. C'est bien de préfigurer, c'est bien d'opérationnaliser. Très souvent, on les accompagne dans tout cela, mais après, il va falloir véritablement mettre tout cela en musique, mettre en route l'AOT. Et cela passe par une feuille de route bien établie, mise en place d'un observatoire, Julien en a parlé tantôt, pour pouvoir, mener tout ce qu'on attend d'une autorité organisatrice. On a besoin d'instruments d'aide à la décision, et un observatoire permet de rassembler tous ces outils, tous ces instruments d'aide à la décision. La mise en place des contrats de performance entre l'État et l'AOT, et
ou entre les collectivités et l'AOT. Très souvent, on se limite aux textes réglementaires de création, de mise en place, mais ça ne suffit pas. Il faudra que l'État s'engage besoin de tout ce que ça, de tous les moyens. L'organisation du dialogue avec les collectivités aussi est un enjeu extrêmement important, et la proposition de formation de renforcement de capacité, l'identification des quick wins pour agir vite et communiquer. On y reviendra également. S'il vous plaît. Slide suivant. Donc, je pense que pour ne pas trop pénaliser Julien, Pablo et Yousra, je vais leur laisser la parole peut-être pour ce qui concerne l'exercice. Mais retenez que l'autorité organisatrice dans les villes africaines a besoin véritablement, disons, que les autorités mettent en place tout ce que cela demande pour leur permettre d'être le plus opérationnel possible. On l'a vu dans le cadre de l'AMUGA, une autorité administrative indépendante. C'est très fort. On coupe la tutelle ombilicale, la tutelle qu'il y avait entre cette autorité et les ministères. C'est un très bon pas, c'est une très belle étape. On espère que dans la mise en œuvre, dans l'opérationnalisation, à travers ces contraplans dont on parle, tout cela pourra se mettre en place et permettre à l'AMUGA de prendre son envol. Voilà, Vincent, je ne voudrais pas trop... donc, je laisse la parole à nos amis pour continuer sur les exercices. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Thiam, pour toutes ces étapes, cette présentation très, très pratique. Je vous suis en laissant la parole à nos personnes qui vont animer l'exercice, tout en rappelant que malheureusement, le temps disponible pour cet exercice est un peu plus limité que prévu. Et je vais vous demander de le garder autour de 10 minutes, maximum 12-13 minutes, pour que nous puissions finir à temps. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Bonjour. On ne t'entend pas trop. Mais, donc, bonjour, je suis Pablo Salazar-Ferro, et donc on travaillait avec Yousra et Alioune sur l'exercice. Normalement, vous avez un lien sur un board pour l'exercice qui a été envoyé. Sinon, on peut le partager. On peut partager sinon, ouais. Non, on ne peut pas partager. Je ne sais pas si oui, tu as assez donc, on est en train de le partager. Tout à fait. Un instant. Voilà. Donc, notre idée, c'est un exercice assez simple où ce qu'on cherche finalement à faire, et c'est un peu nous qui allons gérer, l'idée c'était vraiment de discuter avec vous et de voir un peu comment vous comprenez le rôle de cette AOT ou AOM dans les villes où vous travaillez, et de poser certaines responsabilités, donc soit aux collectivités locales, soit à l'État, au ministère, à l'autorité organisatrice et aux opérateurs, et de distribuer les différentes responsabilités dans cet espace, cette espèce de diamant, où on pouvait placer chacune des responsabilités. Alors, l'idée de cet exercice, c'était en effet d'entamer, si vous voulez, une discussion avec les différents participants pour savoir ce qu'ils en pensaient des différentes responsabilités, et en rajouter si jamais il fallait en rajouter. Donc, ma première question pour les participants serait si quelqu'un veut prendre un peu la parole pour essayer de placer ces éléments dans le tableau qu'on vous propose. Donc, Yousra qui est avec nous pourra s'occuper peut-être de déplacer les différentes responsabilités, essayer de les organiser dans cet espace qu'on vous propose. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Par exemple, je sais que, je suis désolé d'arriver comme ça, mais par exemple, je sais que pour le CETUD, la gestion de la circulation, c'était quelque chose d'intéressant, qu'il fallait un peu récupérer
cette responsabilité du côté de l'autorité. Oui. Dans la nouvelle loi, en fait, c'est ce qui est prévu. Donc, en fait, pour le CETUD, ça serait bien intéressant d'avoir ce niveau 3, donc c'est cette responsabilité 3 qui est la gestion de la circulation, dans le carré un peu rose. C'est ça? Oui, c'est ça exactement. OK. Et est-ce que ça serait la même chose pour la MUGA, par exemple, Monsieur Gaillet? J'ai failli dire que pour la MUGA, effectivement, quand je parcours l'ensemble des missions ici, elles sont comprises, en fait, elles sont intégrées dans les missions de la MUGA. Donc, effectivement, la gestion de la circulation fait partie des prérogatives de la MUGA à ce stade-là. Voilà. Après, il y a plusieurs acteurs, donc il y a une certaine coordination à faire. Mais voilà. Alors, vous, par exemple, cette gestion de la circulation, vous la placerez vraiment vers le sud, si je peux me permettre, dans la partie très rose du tableau, ou plutôt vous irez un peu plus vers le bleu ciel avec l'État et les ministères, voire vers le bleu un peu moins foncé des collectivités locales? Non, enfin, je pense que ça irait. C'est beaucoup plus entre l'autorité organisatrice et les collectivités locales, telles que nous la gérons. En fait, je dis de manière opérationnelle, c'est ça. Parce qu'effectivement, oui, ces collectivités-là sont sur une certaine enfin, les administrateurs de ces collectivités sont sur un territoire donné et ils ont quand même des réalités qui sont différentes d'une commune à une autre. Nous, on a 19 oui, collectivités. Donc, c'est vraiment une mission à regarder avec les collectivités. Donc, c'est entre le rose et le bleu des collectivités dans sa gestion courante. Mais en termes de prérogatives, ça fait partie des prérogatives de la MUGA. OK, donc il faudrait le mettre plus dans le rose, si tu veux, Justin. OK. Voilà. Et par exemple, la planification des modes actifs. Non, la planification des transports, la planification de la mobilité, de manière générale, c'est l'autorité de la mobilité. L'autorité de la mobilité. Oui, que ce soit les modes actifs, voilà, tous les modes. OK. Et Ababakar, tu es d'accord avec cela? En fait, pour le CETUD, c'est un peu le but aussi? Oui, le but de... En fait, pour la planification des modes actifs, et en général, une planification un peu plus large, ou même en prenant en compte aussi la logistique urbaine, c'est bien un peu ce que vous souhaitez aussi. Oui, exactement, oui, effectivement. Donc, ça serait aussi quelque chose à rajouter dans la partie rose. C'est ça. OK. Parce qu'en général, en fait, ce que les présentations ont montré, c'est en effet, il y a cette montée en puissance à partir des transports en commun vers quelque chose de beaucoup plus large, qui intègre beaucoup plus de responsabilités, dont, par exemple, ce type de oui, la planification des modes actifs, la gestion de la circulation, mais aussi la gestion du stationnement. Tout ça, ce sont des responsabilités que le CETUD viendra prendre un peu et qui n'étaient pas nécessairement au début prévues pour le CETUD. Exactement. Mais est-ce que, par exemple, dans la liste qu'il y a là, est-ce que vous voyez quelque chose qui manque ou quelque chose que vous ne serez pas nécessairement d'accord pour mettre du côté de l'autorité organisatrice, pardon? Le 15. Le 15. Aujourd'hui, ça sera difficile de mettre le 15 au CETUD. La réglementation des transports en commun. Oui, ça va encore rester au niveau ministère. D'accord. Parce que en fait, c'était un peu ça, ce qu'ils ont cherché à faire, c'était de créer un peu la discussion, parce que en général, cette réglementation
elle n'est pas si simple finalement à mener. Et il y a toujours cette complexité entre la réglementation du transport, ce qu'on appelle le transport institutionnel, et puis après le transport artisanal, qui n'est pas évidente à mettre en place. Oui, alors peut-être c'est là que ici on était en fait dans le cas de l'AMUGA, mais plus généralement dans le cas de la LOTI en Côte d'Ivoire, toutes les prérogatives sur les questions de mobilité. Lorsqu'une autorité organisatrice ou une autorité de la mobilité est créée, c'est elle qui assume toutes ces prérogatives-là. Donc, que ce soit la définition de la politique tarifaire, que ce soit la définition de la réglementation et donc et de la politique générale des transports, c'est cette autorité-là qui le fait. Et maintenant, comme mon collègue de Dakar le disait, il y a effectivement, ce qui est mis dans les tests et il faut pouvoir assumer au fur et à mesure donc, ces compétences qui sont données à cette autorité-là. Donc, on est dans cette phase effectivement de chercher à assumer au fur et à mesure, mais en commençant par les transports collectifs, déjà par l'organisation du système, au fur et à mesure, par la gestion de la circulation. Je pense que les autres éléments, on essaie de les porter au fur et à mesure. Mais voilà, ça fait partie des missions de l'AMUGA. Oui, parce que la montée en puissance, elle doit être progressive. C'est un peu ce que vous voulez dire dans ce sens. Et c'était bien un peu ce que Alioune montrait dans les différentes slides. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un exemple où il y avait une AOM et on mettait en exemple l'AMUGA et une AOT et on mettait là en exemple plutôt le CETUD. Donc c'est des éléments, c'est deux manières de répondre à la question un peu différentes et qui sont bien entendu contextuelles. Ça dépend aussi du contexte de chacune des villes. Et lors de toutes les présentations, vous avez vu qu'il y avait pas mal de différences pour chacune des solutions qui correspondent donc aux contraintes et aux opportunités que chacune des villes peut avoir, chacun des territoires. C'est ça. Peut-être que ce qui n'est pas rajouté ici, moi, en termes de... il y a des compétences sur le financement. La question donc des ressources. Je pense que une autorité ne peut pas être crédible si, effectivement, en termes de financement, il y a des difficultés. Donc, cette autonomie financière-là, elle est importante. Et donc, elle doit pouvoir bénéficier de taxes et voilà, de la parafiscalité, des ressources de la fiscalité, de la parafiscalité de manière directe, du soit donc fléché. Et ça, c'est important. Ok, donc si j'interprète, ce serait plutôt une recherche, on va avoir la possibilité d'aller chercher ces ressources financières, qu'elles soient propres. Telling me sitting in front of this child and making arguments. I don't want to talk to you. Yep. Il me semble Sorry? que... Continuez avec l'exercice. Yeah, someone speaking English, so it's fine. You can just speak. I'll try to translate. En français, en anglais ici. Si c'est nécessaire, je peux faire la traduction. Non. Je voudrais apporter quand même une précision au-delà des cas de Dakar et d'Abidjan. Le fait que sur certaines compétences, elles peuvent être partagées justement avec selon les niveaux soit d'intervention géographique, soit des niveaux d'intervention en termes de prise de décision stratégique, tactique ou opérationnelle. Et typiquement pour les questions de gestion de la circulation ou gestion du stationnement, ce sont des compétences qui parfois sont, pour ce qui est de l'échelle métropolitaine, confiées à l'autorité organisatrice, tandis que pour des secteurs géographiques restreints, des périmètres qui vont être résidentiels à l'échelle des communes, etc., eh bien, ce peut être des collectivités locales qui gèrent directement autant l'investissement dans les réseaux viaires
que leur entretien et la gestion de la circulation. Il peut y avoir une distribution comme ça des tâches qui puissent être faites entre donc l'entité métropolitaine et des entités plus locales. Effectivement, Julien, je pense que ça, c'est une chose qu'on essaie d'observer et qui, si elle n'est pas bien gérée, effectivement, avec les collectivités, les entités locales, crée des conflits. Parce que quelquefois, les questions du stationnement, par exemple, de manière opérationnelle, la gestion opérationnelle du stationnement ne peut pas se faire par cette autorité métropolitaine-là qui, cela demanderait trop de moyens pour peu, en fait, en termes d'impact sur le système de manière globale. Par contre, pour ces entités locales-là, c'est aussi des sources de revenus et donc qu'elles vont chercher à ne pas perdre d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment cette analyse qui est faite de sorte à ce que la politique soit définie de manière métropolitaine, mais que la gestion opérationnelle se fasse effectivement par ces collectivités-là qui sont à même de pouvoir déployer des policiers municipaux, par exemple, et voilà, suivre ces choses sans que cela ne demande à l'autorité de mobiliser beaucoup de moyens pour ça. Donc voilà, voici un peu la stratégie aussi que nous essayons d'adopter sur ces questions, notamment sur la question du stationnement. Ok, merci beaucoup. Alors, notre idée, c'était un peu de discuter avec vous de différentes responsabilités, en effet, mais je comprends qu'on a un temps un peu limité. Donc, voilà, on a un peu dépassé ce qu'on nous avait proposé comme temps. Donc, je ne sais pas si vous voulez plutôt... Voilà, on peut peut-être conclure là ou clore la session là. Je pense que c'est... Je viens de discuter avec les organisateurs et je vais vous laisser 2 minutes supplémentaires peut-être pour aborder un dernier point de votre exercice et ensuite je reprendrai la parole pour conclure la session. Très bien. Il y a une main qui s'est levée. Ah oui. Donc nous avons une main levée de la part de Aïssam Ben Karim. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. Je me présente tout d'abord, je suis Aïssam Karim, senior consultant en trafic modeling au sein du groupe GESA au Maroc. D'ailleurs, cette question-là d'autorité organisatrice de déplacement urbain, c'est parmi les questions qu'on traite souvent, surtout avec l'implantation de plusieurs sociétés de développement local ou bien des autorités organisatrices au Maroc et surtout en Afrique. Donc, je vous remercie chaleureusement pour les informations partagées. Donc, j'ai juste une question. Est-ce que ces documents-là vont être partagés? Parce que actuellement, je suis en train de traiter cette question sur la ville de Nador, qui sont en train de réaliser leur PDU. Et on est en train maintenant de concevoir un modèle pour la réalisation, de concevoir une autorité organisatrice de déplacement urbain, sachant qu'il y a aujourd'hui un groupement des communes qui gère tout ce qui est déplacement, stationnement, circulation au sein de la ville. Et on veut voir, bien sûr, cette transition du groupement des communes vers une autorité organisatrice sous forme soit d'une agence ou bien d'une société de développement local, et quelles sont bien sûr les pistes les plus optimisées afin d'assurer cette implémentation de façon assez fiable. Merci beaucoup. Peut-être que je peux apporter un élément de réponse par rapport à ça, puisqu'au Maroc, il y a un cadre national qui permet la constitution de sociétés de développement local qui ont à la fois la maîtrise d'ouvrage pour des infrastructures de transport de masse, que ce soit des tramways à Rabat et Casablanca ou bien des bus à haut niveau de service dans les autres villes. Et donc, en effet, à l'initiative des groupements intercommunaux, il y a cette possibilité de créer une société de développement local qui puisse ensuite jouer un rôle au niveau tactique d'autorité organisatrice de transport, les communes, le groupement de communes conservant la prise de décision au niveau stratégique.
Je vous remercie pour cette dernière réponse à la question et en fait je vais reprendre la parole pour conclure cette session. On a essayé de pousser l'exercice de laisser le temps à l'exercice, mais évidemment on aurait bien voulu, vu que c'est assez intéressant, continuer cette discussion plus longtemps. C'est malheureusement souvent le cas. Je vais tout d'abord je remercie nos intervenants, mais également nos participants. Donc merci à Julien Allaire et à Luntiam et Yousrael Bahawi et je n'ai plus le nom devant moi, mais de votre autre collègue du Transitech. Merci à Babacar Fall du CETUD et à Aristide Gaillet qui a représenté l'AMUGA. Peut-être pour donner un dernière petite parole pour finir. Je pense que c'était particulièrement intéressant de voir cette présentation structurée autour des étapes, de tous les prérequis liés à la création et à la nécessité de création d'une autorité organisatrice de transport et de la mobilité, aux différentes visions qu'on peut avoir sur le périmètre des actions d'une telle organisation, et d'avoir des exemples très pratiques et à différentes étapes de l'évolution de ces autorités qu'on a pu observer avec le CETUD. Et l'AMUGA, il y a eu 2-3 questions qui ont visé à savoir si les présentations seraient disponibles. Ce sera le cas, donc j'ai eu la confirmation de nos collègues organisateurs de la semaine du transport que les présentations seront partagées. J'en profite également pour rappeler, je l'ai dit au début, mais que dans le cadre du partenariat Mobilizer City, on essaie de mettre à disposition un maximum de ressources méthodologiques qui sont disponibles sur notre site web, donc notre plateforme de connaissances mobilizercity.net, dont je vais partager le lien dans le chat. On organise aussi dans le cadre de séminaires, toute une série de séminaires et on développe des matériels, des supports de formation, et lorsqu'on organise ces événements, les enregistrements sont disponibles en ligne sur notre site, mais également sur une plateforme, sur la plateforme YouTube, que vous pouvez donc retrouver facilement. Et voilà, je vais devoir conclure puisqu'il me reste plus que moins d'1 minute. Mais je vais vous inviter à participer à la suite de cette session à 20 minutes d'une pause networking pour laquelle le lien a été partagé dans le chat par Matthias Langer. Donc c'est le lien qui commence par app.wonder.me. N'hésitez pas à participer à cette petite session de networking de 20 minutes et ensuite à poursuivre avec cette journée dédiée à l'Afrique par une session liée aux données et à la digitalisation. Je vous remercie à tous encore de votre participation. Je félicite nos intervenants et je donne la parole à Stéphanie pour la suite de cet intéressant programme. Merci Vincent. Merci beaucoup, Vincent et chers collègues, pour avoir partagé cet atelier avec nous. C'est tout à fait un sujet très urgent que nous avons appris aujourd'hui. C'est cette gestion de la mobilité urbaine et notamment travailler avec le secteur du transport artisanal. Et en fait, nous allons continuer avec ce sujet aussi en fin de la journée, quand vous aurez la possibilité d'assister à notre débat controversé. Donc, restez connectés d'ici là. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette journée intéressante. Maintenant, je vous donne encore quelques informations. Il y avait des questions sur est-ce que les présentations sont disponibles. Oui, effectivement, vous les trouverez dans le programme sur notre plateforme de l'événement. Donc, si vous cliquez dans la session qui vous intéresse, vous y allez trouver les slides qu'on vient de partager. Aussi, je vous invite à rejoindre maintenant le réseautage que nous offrons, pas seulement ici, mais aussi le réseau qu'on a créé aujourd'hui, qu'on a lancé aujourd'hui sur LinkedIn. C'est un réseau africain pour l'action climatique dans le transport. Donc, rejoignez-nous là dans ce groupe. C'est un groupe bilingue, français et anglais, et vous êtes les bienvenus à nous rejoindre là-dedans. Donc maintenant, on va passer au prochain atelier sur les données et la digitalisation pour une meilleure mobilité dans à peu près 15 minutes. D'ici là, profitez des opportunités d'échanger et de réseautage ici sur la plateforme, et je vous vois dans quelques instants. À tout de suite.